Donc en fait pour lui ça a été ah mais c'est tout ça qui va se passer. Enfin moi mon chéri il était enchanté d'avoir découvert toute la physiologie, de se dire ok mais donc en fait là je vais pouvoir t'encourager à ce moment-là, là en fait ça sera normal. Et du coup ça lui a facilité sa prise de position aussi à la maternité. Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée. Je suis Laura Aimée-Lewis, éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieure ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs, car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec l'épisode de Laura qui va vous raconter ses 2 enfantements en maternité. Lors de nos premiers échanges, Laura m'avait dit que son premier accouchement s'était bien passé. Au final, elle a eu pas mal de réflexions, surtout après son 2e bébé, et s'est rendue compte qu'il y avait eu pas mal de choses qui n'ont pas été normales. Pour son 2e enfant, qui est avec nous pendant l'enregistrement, Laura a vécu un accouchement respecté et bienveillant en maternité et on parle de comment ça change le postpartum. Elle nous parle aussi beaucoup de son conjoint qui a su trouver sa place et qui l'a soutenu comme tout bon accompagnant ou accompagnante. Si vous aussi vous aimeriez un accompagnant ou accompagnante soutenant qui connaît sa position auprès de la maternité, sachez que j'ai tout juste sorti un programme dédié à leur préparation. Un programme en 4 chapitres, court et concis, ainsi que des ressources additionnelles pour approfondir leurs connaissances, mais aussi des templates et une méditation d'auto-hypnose qui leur permettra d'ancrer la confiance en soi pour incarner leur rôle. Si vous aimez ce podcast et que vous aimeriez me soutenir, c'est un super moyen de le faire car vous ne le savez peut-être pas, le podcast me prend plusieurs jours de travail et n'est pas rémunéré. N'hésitez pas à visiter l'adresse naissance.com/accompagnant. Naissance, c'est Neessens, ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien dans la description. Belle écoute! Salut Laura, comment vas-tu? Coucou, ça va bien et toi? Ça va super, on a 2 Laura aujourd'hui qui ont plein de points communs, donc c'est cool. Laura, est-ce que tu peux nous dire qui est avec toi aujourd'hui et te présenter un petit peu? Alors, qui est avec moi aujourd'hui? Donc ma fille de 1 mois et demi, qui s'appelle Anaë. Et donc pour me présenter, moi je suis Laura, j'ai 28 ans, je suis maman de 2 enfants, un petit garçon de 3 ans et demi et donc ma fille présente aujourd'hui. Donc moi j'habite Marseille, je suis en couple donc, depuis 8 ans avec mon chéri, le père de mes enfants, et donc je suis accompagnante parentale, voilà. Super, on reste dans le domaine. On va parler des 2 accouchements parce que moi j'aime bien connaître les cheminements entre les enfants. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ta première grossesse, les préparations que tu avais faites pour te préparer à l'accouchement, le contexte un petit peu et puis l'accouchement en lui-même? Ok, alors moi pour mon fils aîné, donc qui s'appelle Josué, à la base c'était un enfant très 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 désiré. On a fait un tour, un road trip en fait pendant 4 mois et à la fin de ce road trip, on était à Singapour, on s'est posé boire une bière. Et là avec mon chéri, on s'est regardé, on s'est dit mais en fait on va rentrer et on a besoin de créer notre nid en fait. On va créer notre nid et on va lancer un projet bébé. Donc en rentrant, on s'est dit ok, on lance le projet bébé, mais en fait on faisait tout comme si, enfin, jamais au bon moment. Donc autant te dire que je pense que c'était la peur de, tu sais, la peur de la gagne un peu, comme quand tu arrives en bout de course, là, tu te dis c'est la fin, mais en même temps ça te fait peur. Et en fait finalement on a été voir une gynéco. La gynéco m'a dit mais si vous voulez vraiment un bébé, c'est maintenant parce que vous êtes en ovulation là aujourd'hui. Donc c'est parti, ça a très bien pris d'un coup. Donc on était très contents. Et en fait pour cette grossesse, à la fois j'étais hyper impliquée
parce que tellement de bébés désirés, tout ça. Mais à la fois, on était en plein dans des travaux. Donc, j'étais impliquée plutôt de façon spirituelle, connectée à mon bébé, voilà, très à l'écoute de mon corps, tout ça. Mais pas vraiment dans la préparation de mon marathon, en fait, de ce qui allait nous attendre à la fin pour l'accouchement. Donc, je me suis laissée un peu guider par les médecins qui m'ont accompagnée, donc notamment mon gynéco, qui m'avait conseillé de faire des cours d'accouchement via la maternité directement. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est la sage-femme qui m'a préparée à l'accouchement. Donc j'avais le choix quand même entre plusieurs types de cours, yoga, sophro, machin. Et moi j'ai préféré choisir la méthode Bonapace. Et donc du coup c'était des cours où il y avait mon mari avec moi. Et ça me plaisait parce qu'en fait je me disais ok cool parce que je veux qu'il soit impliqué et je veux qu'il puisse être vraiment mon pilier quoi pour ce jour-là. Et lui aussi, il était content parce qu'il s'est dit, ok, au moins je vais partager ça avec toi. Donc il y a eu plusieurs cours, notamment celui pour gérer la douleur, mais aussi allaitement et comment on repère le moment où on va accoucher, tous ces trucs-là. Mais pas vraiment, finalement, ce qu'il allait se passer dans mon corps tout au long de l'accouchement, tu vois. Elle m'a pas dit tout ce qui est la période là de latence, tout le temps là où on va monter cette montagne crescendo et puis après le moment où on va être au sommet. On n'avait rien vu de tout ça, donc je savais pas vraiment ce qu'il allait se passer dans mon corps véritablement. Voilà, oui, on peut perdre le bouchon muqueux, ok, mais du coup, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce qu'on fait quoi avec ça? Donc du coup, je me suis laissée porter et après les cours d'accouchement, quand ça a été le moment, en fait, c'était le Covid. Donc j'étais à la maison avec mon chéri. En fait, pour démarrer un peu, pour lancer un peu le travail, on marchait beaucoup dans la résidence vu qu'on n'avait pas le droit de sortir. On habitait en résidence. Donc heureusement, il y a un beau parc dans ma résidence, donc on pouvait marcher, faire le tour. Ce qui a aidé, je pense, à lancer un peu des contractions. Et en fait, j'ai accouché le 15 avril, mais dès le 13 déjà, je commençais à avoir des contractions qui m'ont pas mal fatiguée sur la journée du 13. Et puis après, plus rien. Donc au départ, moi, ça a été oh pétard, c'est le moment, tout ça. Mais en fait, plus rien. Et le 14, là, par contre, ça s'est lancé. Et on aurait dit que j'étais malade, que j'avais une gastro, quoi. Parce que je me vidais en permanence. J'avais des contractions toutes les 10 minutes. J'étais un peu fatiguée. Et puis la sage-femme est venue à la maison pour me vérifier, parce qu'en fait elle passait, heureusement, avec le Covid, il y avait ce dispositif, c'est-à-dire qu'en fin de grossesse, elle venait me faire des monitorings à la maison. Et elle m'a dit, écoutez, vous êtes dilatée à 2, mais vous avez des contractions toutes les 10 minutes. Donc c'est trop espacé pour venir à la maternité, et on préférait éviter d'aller trop tôt, au vu du contexte. Donc finalement, je suis restée encore à la maison, et les contractions sont montées crescendo toutes les 5 minutes. Sauf que j'ai appelé la maternité, ils m'ont dit prenez du Spasfon. D'accord, mais j'ai des contractions toutes les 5 minutes, ça fait déjà un jour que je douille. Comment ça, je reste à la maison? Bon, ok, je vous écoute, je prends des Spasfon et j'attends tranquillement, quoi. Donc, je gardais du mouvement. Par contre, au niveau de mon corps, ça, c'était hyper important pour moi. Parce que ça, j'avais oublié de le dire, mais en effet, à côté des cours d'accouchement, j'ai aussi fait un peu de yoga prénatal. Donc du coup, j'étais quand même dans cette dynamique de dire je fais quand même un peu de mouvement pour aider la descente de mon bébé. Et on est arrivé à la mater, j'étais dilatée à 3. Et en fait, ils m'ont dit est-ce que vous voulez une péridurale? J'ai dit oui parce que j'avais vraiment mal. Et en fait, elle est venue 2 heures après. Donc heureusement que j'ai dit oui parce que vraiment, sinon, j'aurais pas tenu, je pense. Donc pareil, là, c'est un gros travail psychologique, je pense, pour tenir. Enfin, voilà, parce que les contractions faisaient mal, donc j'essayais de donner du mouvement à mon corps, mais le mouvement après, quand on est saisi par la douleur et qu'on comprend pas ce qui se passe, je trouve que c'est encore plus difficile de les accueillir parce qu'en fait, on est juste dans la douleur. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu le truc, en fait. Je vivais ma douleur, quoi, plus qu'autre chose. Puis cette péridurale est arrivée, enfin. Et donc là, ça m'a soulagée un petit peu, mais elle a fonctionné que d'un côté. Donc je sentais tout ce qui se passait, notamment de mon côté droit. Et donc on a suivi le processus. Je dilatais de 1 cm par heure. Donc du coup, ça a avancé plutôt bien. Mais dilaté à 8, on ne sait pas pourquoi, il y a la sage-femme qui est rentrée qui m'a dit « Écoutez, vous êtes dilaté à 8, je vois le bébé, on va essayer de pousser. »
Bon, donc mettez les pieds sur les étriers et vous allez pousser, on va voir. Ok, je pose mes étriers, je pousse. Et là, en fait, ça a déclenché que mon fils avait un ralentissement cardiaque parce que c'était pas son moment, parce qu'il n'était pas suffisamment engagé dans mon bassin. Donc en fait, elle m'a dit, écoutez, non, ça le fait souffrir, on va se mettre plutôt sur le côté pour accélérer sa descente dans le bassin. Parfait, c'est ce qu'on a fait. Et ça l'a effectivement accéléré sa descente, à tel point que j'étais seule avec mon chéri dans la salle d'accouchement et je lui disais, je sens une boule de pétanque dans mes fesses, ça me fait mal, il faut que ça sorte là, il faut que je pousse. Et il me dit, mais attends, il n'y a personne et tout. J'ai dit, non, non, mais là, il faut que je pousse, il faut qu'on m'aide. Donc il a appuyé sur le bouton, il y a une gynécologue qui est rentrée. Elle me dit, c'est le moment, mettez-vous sur le dos, alors que ben, j'étais quand même sur le côté prête à le faire sortir, quoi, mon bébé. Donc elle m'a rebasculé sur le dos. Et là, elle est allée, elle m'a dit, allez-y, poussez. Elle m'a fait une épisiotomie, sans me demander mon consentement, ni me le dire, ni quoi que ce soit. Et donc, mon bébé est sorti en 3 longues poussées. Du coup, il est venu au monde, on a pu lui faire des soins, voilà, ils lui ont fait des soins avant de le mettre sur moi. Il a fait aussi du pot à pot avant de mettre sur moi, avec son papa. Parce qu'il devait partir 2 heures après, en fait. 2 heures après la naissance, il devait partir pour les conditions du Covid. Donc on a privilégié le pot à pot avec papa avant le mien. Chose que j'aurais pas fait avec du recul. Oui. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu la première mise au sein avec une tétée d'accueil. Ah, super. Comment t'as su pour l'épisio? Est-ce qu'elle te l'a dit après? Elle te l'a dit sur le coup, je l'ai fait? Comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'avais mis au monde mon bébé, elle m'a dit, bon, ben maintenant, on va expulser le placenta et ensuite, je vous recoue parce qu'on a fait une épisio. Mais vous inquiétez pas, c'est une toute petite épisio. Ok, Pas d'importance, petite, grosse, je veux dire, c'est... On demande avant, quoi. c'est ça. Et surtout, Surtout si c'était que, une petite, ben, il n'y a peut-être pas besoin de le faire, donc. totalement. Et Mm. puis, avec le recul, dans les questionnements que j'ai actuellement, je me dis, mais est-ce que si on m'avait laissé sur le côté, Mm. ça aurait nécessité une épisio Euh, Voilà, pourquoi. En plus, c'était une clinique privée, tu vois, donc je me Ah, dis, un autre c'est acte. la, c'est la voilà, c'est la gynéco qui m'a accouchée, donc forcément, Mm. check, c'est bon, on va Ouais. pouvoir. C'est Voilà. ça que, tu vois, moi, je comprends la péridurale, le soulagement, tu vois, ça, je comprends très bien. Moi, le problème que j'ai avec, c'est que, justement, puisque on sent plus rien, bah, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites sans qu'on sache, quoi. Euh, des touchés vaginaux qui sont beaucoup plus brusques, des épisions sans rien nous dire. Tu vois, et on a l'impression qu'ils en profitent un peu parce qu'on sent rien, quoi. Ouais, C'est complètement. pas cool. Ah oui, non, mais complètement. C'est... et comment c'était la sensation d'avoir que d'un côté? Ça doit être fou, ça, quand même. Alors en fait, au départ, j'étais un peu paniquée parce que je me disais, je sens plus du tout ma jambe gauche alors que je sentais encore ma jambe droite, donc je savais pas trop si c'était normal ou pas, tu vois. Et en fait, quelque part, comme tu dis, ça m'a soulagée de sentir d'un côté. Parce que oui, j'ai eu les douleurs et tout ça, donc je ressentais encore de la douleur, mais pour autant, elle était un petit peu atténuée, donc j'arrivais à tenir psychologiquement, et ça m'a permis de quand même ressentir que mon bébé était Oui. là, d'être encore actrice malgré tout. Mais donc non, j'ai apprécié de Mm. sentir que d'un côté par rapport à l'autre. Voilà. Ouais, ça doit être bizarre, mais en même temps, ça doit être bien parce que bah, on peut quand même sentir un peu des choses. Après, enfin, je sais qu'on peut aussi moins la doser pour sentir quand même un peu, mais ça, je sais pas, je pense qu'ils la mettent et après, comment on sait? Est-ce que c'est Ben, moins, juste, c'est plus? justement par rapport à... Enfin, on en parlera peut-être après, mais en tout cas pour ma deuxième, j'ai eu une péri, mais elle a tellement été bien dosée que je pouvais être encore assise, me mettre encore sur les jambes, faire Mm. pipi. Et que je l'ai sentie aussi en bas le moment où elle était là, en fait j'ai dit à mon mari, elle est là, il faut qu'il y ait quelqu'un, et en fait c'était bien ça, quoi. Donc je sentais tout encore, Ah ouais. mais la douleur était estompée, en fait, donc ça c'était parfait aussi. Ouais, c'est bien quand c'est micro-dosé, c'est... Ouais, c'est super. Et tu parlais du placenta, est-ce que tu sais si ils ont injecté de l'ocytocine
de synthèse? Est-ce que tu le sais, ça? Non, je le sais pas, mais maintenant que je sais comment l'acte est fait, oui, je sais qu'ils m'ont pas prévenu qu'ils allaient mettre de l'ocytocine pour m'aider à expulser le placenta, mais ils l'ont fait parce que je les ai vus remettre un produit en fait dans ma péri, enfin dans ma péri, dans le tuyau là. Donc, Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable que... Enfin, je sais pas, c'est quand même... on fait des choses à un corps humain en face de nous et on dit rien. C'est quand même pas normal. mais c'est questionnant tout à fait, surtout qu'en plus, enfin, ça peut faire partie aussi d'un projet de la maman. Enfin, il peut y avoir des décisions qui sont prises en amont, en Mm. fait. Mm. Donc là, du coup, on n'est pas du tout dans le respect de quoi que ce soit, Mm. en fait. Oui, c'est ça. Donc, surtout que je crois qu'ils ont quand même une charte pour les patients ou un truc comme ça où on leur demande leur avis. Oui. Donc, j'avoue que là, c'est même dans le non-respect de leur propre fonctionnement, quoi. Enfin, donc, la possibilité que je mets, et donc ça, c'est peut-être l'avis où j'essaie de me dire, d'objectiver la situation, c'est de me dire, ok, c'était dans une période Covid. J'ai accouché avec un masque, hein, d'ailleurs, pour mon Ah, bébé. Donc, non, mais l'équipe ça, c'est médicale quand avait même le masque. incroyable. Bah, qu'ils Et le moi mettent, aussi. eux, qu'ils mettent une visière et puis une fois tranquille, quoi. Non, ils m'ont pas autorisé. Tout le long, j'ai dû avoir le masque. Et pire encore, si tu savais, pendant les suites de couche où j'étais seule, parce que mon mari, ils l'ont fait partir 2 heures après mon accouchement, ils m'ont dit, donc la nuit, je portais pas mon masque parce que j'essayais de dormir un petit peu quand mon bébé faisait dodo. Et un matin, sur les coups de 6h, ouais, 6h30, tu sais, il y a toujours le passage des professionnels là qui viennent un peu. Et en fait, ils ont ouvert ma chambre et j'avais pas mon masque. Et donc là, je sais pas si c'était une sage-femme ou une auxiliaire, qui me dit, vous remettez votre masque tout de suite, vous mettez en danger votre bébé et vous nous mettez en danger aussi, vous allez nous pourrir, vous mettez votre masque. Et là, en fait, je me suis effondrée en larmes parce que je me suis dit, mais même avec mon bébé, donc j'osais même pas lui faire de bisous, en fait, moi, mon fils. Parce que je me disais, en fait, je vais potentiellement, je suis un danger pour lui, quoi. Mm. Et étant seule avec la chute d'hormones, tout ça, enfin, autant dire que j'étais telle une enfant à l'hôpital qui acceptait tout ce qu'on pouvait lui dire. Voilà. Ouais, c'est pas un super contexte. Je pense qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ont été abusées pendant le Covid, vraiment. Enfin, moi je pense juste à, imagine parce que je pense toujours au marathon avec l'accouchement, tu vois. Imagine tu vas faire un marathon, t'as pas mangé, t'as pas bu, et en plus t'as un masque sur le visage. Non, Ah ouais, ouais. non. On dit, vous avez tous votre masque, vous avez tous votre visière, et puis vous laissez la femme enceinte accoucher tranquille, quoi. Exact. C'est fou, c'est vraiment... C'est fou. Et après d'infantiliser comme ça et de faire peur, à te dire tu vas mettre en danger ton bébé, mais de toute façon, si tu l'as le Covid, ton bébé, je pense qu'il l'a aussi, là, tu vois. C'est Donc, clair. En tout cas, il a au moins les anticorps, quoi. ouais, Enfin, c'est ça. ah Et oui, puis, non, si mais tu l'avais pas, c'est pas, il va pas sortir comme ça tout d'un coup. du chapeau. Voilà. Non, non, mais je pense que c'était une belle période de parano, enfin aussi, Ouais, voilà, quoi. totalement, ouais. Oui, t'étais pendant le premier confinement, c'était? Ouais, 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 ouais. c'est vrai que là, c'était parti un peu partout en vrille, hein. Parce que nous, bah nous, on était en Angleterre, c'était un peu moins la parano là-bas, faut le dire quand même. Et je pense pas que c'était le premier confinement. Non, on était parti, mais moi, j'avais pas de masque, mais Taylor, oui, par exemple. Mais moi, D'accord. enfin, moi j'ai bu, j'ai mangé. De toute façon, il n'aurait pas été question que que j'écoute quoi que ce soit, tu vois. En fait, c'est ça, je dis toujours. En fait, on s'en fout des autres. Mais oui. Enfin, pas de pas les rendre malades, je veux pas dire ça, mais je veux dire, enfin, elles ont leur masque, elles ont leur truc, elles sont loin. Lui, il a son masque. Moi, je mange, moi, je bois, et moi, je mets pas de masque, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur, on est là, quand elles viennent et qu'elles te disent, tu vas tuer ton bébé. Mm. On dirait qu'on est à l'école, comme tu dis, tu vois, et on... Ah, mais clairement. avec l'autorité, c'est Ah oui, fou. oui. Ah mais là, littéralement, on venait me voir 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Il n'y a que la nuit où on passait plus régulièrement parce que l'équipe de nuit était quand même un peu plus agréable. Mais grosso modo, la journée, j'avais 2 visites dans la journée, quoi. C'était le matin, le soir, les pros qui venaient me...
Et c'est tout après, parce que tu n'avais pas, il n'y avait pas de visite, j'imagine. Non, Voilà, donc tu étais pas toute de seule. visite. Toute seule, toute seule. Et d'ailleurs, pour mon premier, un peu, c'était de l'inédit aussi. C'est pour ça que mon projet, enfin, j'avais pas pu mettre en place l'allaitement parce que dans ma tête, je me disais, non mais là, moi, il faut que je rentre chez moi en fait. Je veux pas rester là. Donc je me disais, il faut qu'il prenne du poids. Donc Bibi, va prendre du poids, remets-toi bien mon fils, maman, ça va. Donc faut qu'on rentre chez nous, qu'on soit avec le papa, parce qu'en plus, moi, je l'ai pas dit dans la présentation, parce que j'étais encore un peu coincée, mais pour le coup, je suis éduque de jeunes enfants, en fait, et donc je suis quand même... Enfin, très spécialisée dans le développement de l'enfant, dans ses besoins. Et donc, si tu veux, dans l'idée, moi, mon mémoire de fin d'études, ça a quand même été la place du père au sein de la famille. Donc, dans l'idée, c'est de se dire, ok, comment il est impliqué et quel rôle il joue à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'était d'une importance capitale que papa soit là. Donc, quand on me l'a enlevé, parce que je le vis encore comme ça, d'ailleurs, j'ai un peu d'émotion là qui remonte, mais quand il a dû partir, si tu veux, j'étais complètement perdue. C'est-à-dire, c'est comme si on venait de me donner mon fils, mais qu'en même temps, on me retirait ma moitié aussi. Donc, en gros, c'était complètement un déchirement, à tel point que la micro-kiné, parce que je suis allée faire de la micro-kiné il n'y a pas très longtemps, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé en 2020. Elle me dit en 2020, il y a eu un truc qui est vraiment un traumatisme. Et donc là, direct, je lui dis, ouais, mon accouchement, quoi. Et en fait, elle me dit, oui, probablement, parce que en fait, c'est inscrit jusque dans vos gènes, quoi. Là, c'est au plus profond de vous, là, en fait. Donc j'ai bien senti que enfin voilà, moi je l'ai vécu vraiment comme quelque chose de très violent. Ouais, bah ouais. Et Donc vous en avez parlé ensemble, comment lui aussi attendre à la maison tout seul, comment lui il a vécu tout ça. justement, en fait lui il a été un peu propulsé aussi et en fait il s'est senti un peu dépossédé de son rôle, tu vois, de se dire ok en fait je suis papa mais par procuration de loin quoi. Donc en fait il a essayé de s'occuper un maximum à la maison parce que 48 heures c'est passé, enfin pour moi ça a été très long à l'hôpital, pour lui certainement aussi, mais par contre il s'est vachement occupé parce qu'il a fait le ménage de fond en comble parce qu'il s'est dit au moins mon fils il arrive dans une maison nickel, saine, parce qu'avec tous les microbes tout ça on s'est dit au moins là c'est vraiment aseptisé quoi. Donc du coup il s'est occupé, il a été faire la déclaration tout ça. Et après, il est venu nous chercher. Mais quand il est venu nous chercher, moi, ils m'ont pas aidé à descendre à la clinique. C'est-à-dire que j'avais mon bébé et mes 2 valises. Et c'était interdit que le mari monte pour venir m'aider. Et entre-temps, on te demande en tant que super maman qui vient d'accoucher, en même temps que tu fais tout ça, que tu descends les bagages, que tu as ton bébé au bras, machin, d'aller payer, de passer à l'accueil De et voir de tous régler les la actes note. qu'ils m'ont mis. C'est ça, et d'aller faire un chèque, tu vois. Et donc là, j'ai dit non, mais c'est carrément pas possible. Il faut que j'aille déposer les bagages, déposer mon fils. Donc je suis descendue au rez-de-chaussée, j'ai donné mon fils pour la première fois à son père dans le couloir de l'hôpital en lui disant tiens ton bébé, faut que j'aille payer. Et donc il avait son fils dans les bras, et d'ailleurs on en rit encore parce qu'il le raconte à tout le monde. Il dit en fait c'est la première fois qu'elle me mettait mon bébé dans les bras, j'avais qu'une peur, c'était qu'il se mette à pleurer. Il a perdu sa chaussette, je lui ai laissé par terre, il n'osait plus bouger, il était carrément bloqué quoi. Donc c'était Oh. très rigolo. Ça, c'est fou un peu tout. Mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est que il y a quand même les droits du patient. Ok, on était dans période Covid, mais quand même les droits fondamentaux d'un patient, c'est aussi d'être accompagné d'une personne de confiance, tu vois. Et je dirais techniquement à tout moment, quoi, tu vois, même après, de venir voir. Bon, je sais, c'était Covid, c'était un peu parano. Est-ce que ça enlève tous tes droits? Il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées, hein, faut le dire, pendant le Covid. Mais c'est fou enfin, c'est un couple. Si toi t'as le Covid, ben lui il a peut-être le Covid aussi. Si toi tu l'as pas, lui sûrement il l'a pas non plus. Enfin, on était quand même vous étiez dans une bulle, quoi. Vous étiez chez vous. Ah ben carrément. Surtout qu'on était confinés déjà depuis le 17 mars. Ouais. J'ai accouché le 15 avril. Mm. Donc, si tu veux, il y a eu du temps qui est passé sous les Et ponts, ouais. enfin, entre guillemets. Mais sachant que la clinique où j'ai accouché pour ma fille autorisait les papas.
à cette période. C'est-à-dire que chaque clinique, c'est ça qui a été aussi un peu difficile, je pense, c'est que chaque maternité a pu faire la sienne, quoi. Voilà, un peu. D'ailleurs, dans les hôpitaux, je pense que c'était un peu pareil, enfin, dans tous les autres hôpitaux. Donc, chacun faisait sa propre politique. Donc, en fait, c'est le parti qu'ils ont décidé de prendre. Mais c'est ça qui est encore pire, parce que tu te dis, si c'était pas une injonction véritablement de l'État qui dit on refuse tout accès, ça veut dire qu'en fait, ils ont vraiment pas pris en considération la notion de l'accompagnant et de l'importance que ça peut avoir pour la femme enceinte qui va accoucher. Tu vois ? Et ça, je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. Parce que Totalement, vraiment... ouais. Ah, mais oui, qui a pris la décision a dû se dire, de toute façon, les pères, ils servent à rien, le coparent sert à rien, il va tomber dans les pommes à côté, donc voilà. Alors que non, pas du tout, quoi. Leur rôle, il est super important, et comme tu dis, eux aussi, ils ont le droit de prendre leur attachement avec leur bébé pour les premières heures, les premiers jours, et puis toi aussi, je veux dire, se dire que toute la responsabilité, elle est sur toi pendant ces 48 heures, ça a été 100% de toi. Comment tu fais pour... Parce qu'en plus, tu as dit que personne ne venait te voir, parce que Covid, ça veut dire que comment tu prends ta douche, comment tu vas aux toilettes, tu Oh poses ton là là, bébé, n'en si parle jamais pas. ça va pas, toutes ces choses-là, quoi. Et puis Ah, au début, tu doutes, t'as personne avec qui échanger, parce qu'on n'ose pas trop quand même parler à ces personnes qu'on connaît pas en fait. Alors que si ton chéri il est là ensemble, tu vois, c'est pas du tout la même chose quoi. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas considéré toutes ces choses-là. Enfin, si on fait un enfant à deux, c'est pas pour rien quoi. mais c'est ça, carrément. Et puis, tu sais ce que tu dis, je trouve que c'est hyper pertinent, parce qu'en fait, quand moi j'ai accouché, finalement, me réapproprier mon corps, ça a été très compliqué, notamment d'avoir cette cicatrice qui me faisait mal. Donc, du coup, alors tout le monde attendait qu'une chose dans le service, c'était que j'aille aux toilettes, que je fasse mon popo en fait. Ok. Ouais. Ben ouais, mais sauf qu'en fait, à un moment donné, ça me fait mal, je suis stressée, j'ai besoin de rentrer chez moi, je me sens seule, j'ai mon bébé à côté de moi si d'un coup il se met à pleurer. Enfin, comment voulez-vous que je puisse détendre mes sphincters et que je puisse. Enfin voilà, c'est pas possible quoi. Donc, et d'ailleurs, j'ai ressenti. Ça, c'est une amie à moi qui a fait le lien une fois quand on en discutait, c'est que j'avais du mal à toucher mon ventre après la naissance de mon fils et je ressentais un vide intersidéral à l'intérieur. Enfin, je le sentais extrêmement mou et ça a été très compliqué. Et en fait, elle m'a dit, mais est-ce que c'est pas aussi ce vide-là que tu ressentais? Est-ce que finalement, c'était pas le vide de ton mari? En fait, finalement, tu as perdu les deux en même temps. En fait, c'est-à-dire que t'as rencontré ton bébé, donc il est sorti de ton ventre, donc c'est une première séparation. En fait, puis derrière, ton mari n'était plus là. Donc en fait, c'est vrai que j'ai fait ce lien en me disant, mais c'est vrai, dans la réappropriation de mon corps, je pense que ça a joué aussi. Ouais. Et peut-être que ça a été un peu plus long. Même pour le postpartum, je pense que j'ai fait une petite dépression postpartum à la suite de tous ces événements, parce que enfin, voilà, j'étais pas très bien. Et je pense que ça a contribué dans ma récupération, en fait. Totalement, ouais. C'est venu induire quelque chose. Voilà. Donc, ouais. C'était une sacrée expérience. Et oui, c'est ça qui est quand même, il faut se rendre compte, c'est que c'est pas genre on accouche et puis c'est tout. Parce que, en fait, déjà, déjà c'est pas tout, parce que bon, après on a quand même un bébé à s'occuper. Mais c'est surtout, ça impacte le postpartum, ça impacte l'attachement avec son bébé, ça impacte le couple, là. En l'occurrence, ça fait un petit trauma quand même dans la dynamique de vous deux, vous trois, tu vois. Après, ça se travaille, évidemment, hein, c'est pas perdu pour toujours, hein. Mm. Mais ça fait quand même quelque chose. Ce jour-là de l'accouchement, tu sais, on dit toujours c'est le plus beau jour de ta vie, tu vas rencontrer ton bébé, mais en fait, c'est tellement plus que ça. Et ça peut être pas le plus beau jour de ta vie, et ça peut impacter beaucoup la suite. Et il y a tellement, enfin, tu vois, en maternité, et surtout dans ces contextes Covid, là, où on n'est pas du tout respecté, en fait, en tant qu'être humain, que quand on a une péridurale, on nous respecte notre corps encore moins, je trouve, hein, tu vois. Et en fait, toutes ces choses-là, on est tellement dérangé dans ce process naturel de plein d'hormones que c'est normal, en fait, que la plupart des postpartum, ils soient compliqués, tu vois. C'est pas obligé que ce soit comme ça. Et je pense que tu vas nous en parler avec ta deuxième. Mais
En fait, on a tellement banalisé que, bah oui, le postpartum, c'est dur. Oui, c'est dur, on a un bébé, on dort pas, etc. Mais c'est pas obligé d'être l'horreur non plus, c'est pas obligé d'être une Clairement. dépression, c'est pas obligé Mm. d'être tout ça. Mais je pense que le point de base, et évidemment la grossesse, comment elle s'est passée, mais cet accouchement, c'est vraiment on appelle ça des fois un rite de passage, tu vois. Oui. De Ah passer oui, mais de femme à mère. Et il y a tout ça qui rentre en compte, toutes ces hormones, tout ce respect, toute cette intimité. Et là, je pense qu'en contexte Covid, je pense que beaucoup de femmes ont souffert, quoi. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont bien vécu leur accouchement à ce moment-là, parce que c'était pas possible, en fait. C'était pas ah possible non. de bien vivre. Ah non, mais clairement, je pense que c'était pas possible de bien vivre. Je pense qu'il y a eu peut-être plus de césariennes aussi. Et d'ailleurs, j'ai donc vu que je suis éduque de jeunes enfants, je suis aussi formatrice. J'interviens à l'IRTS pour accompagner les futurs professionnels. Et en fait, j'ai une étudiante qui a fait une étude, qui est en train de faire une étude pour justement se rendre compte de l'impact du Covid sur les bébés nés en 2020 Mhm. et notamment leur capacité à se séparer, etc. Et en fait, ce qu'elle a pu observer, c'est que ça avait eu un gros impact sur les bébés de 2020 dans la question de la séparation. Donc, beaucoup plus de difficultés à se séparer de leurs parents, etc. Donc, je pense que, en fait, on ne s'est pas rendu compte de tout ce que ça allait pouvoir provoquer. Donc, on s'en rend compte maintenant avec du recul, hein, on est à 3 Oui, ans, à toujours. plus 3, donc forcément. Mais en effet, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on pouvait imaginer, quoi. Et à tous les niveaux. Là où on pourrait se dire, bon, ben, un bébé, il a même pas capté. Enfin, Non, voilà. Non, 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 non. pas du tout, quoi. Il a tout ressenti. Il a Et ressenti ouais. toutes les émotions, le stress. Donc, C'est ça. Et ouais. oui, totalement. Bah, déjà en maternité en soi, c'est quand même. C'est pas. Enfin, c'est difficile d'avoir un accouchement physiologique de toute façon. Vraiment, la définition de base, hein, tu vois, qui veut dire que t'es pas dérangé, que t'es dans une pièce sombre, que t'es toute seule, tu vois. Ça, vraiment, la physiologie pure, pure, pure. Déjà, c'est dérangé parce que t'es pas chez toi, parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il y a des étrangers, etc. Bon, bref. Mais là, en plus, avec Covid, avec après, je reste toute seule, là, je fais quoi avec mon bébé? Tu vois, moi, enfin, je le vois. Nous, on avait vraiment demandé à partir, on est parti au bout de quelques heures, tu vois. Mhm. Et je vois que, enfin, moi, sans Tyler, enfin, déjà, je sais pas comment j'aurais fait, tu vois. Et des fois, même, j'osais pas aller aux toilettes parce que je me dis, oui, s'il pleure et qu'il a besoin de moi, tu vois. Mais je pouvais le faire parce que j'avais quelqu'un qui était là et ces premiers jours, t'as besoin d'être une équipe, quoi. Et je comprends pas qu'on ait pas laissé les visites. Ça, je trouve que c'était bien parce que je pense que ça stresse beaucoup les mamans. Elles se disent, tiens, il faut que je me fasse prête, faut que je laisse mon bébé, alors que son bébé, ben, si tu veux l'allaiter, il passe quand même d'être. Il mange 24 heures sur 24 et là, bah, peut-être que quelqu'un est là pendant 2 heures et il prend ton bébé pendant 2 heures. Ton bébé il mange pas pendant 2 heures, tu vois. Enfin, Mhm. ça c'était bien, mais après avoir le coparent, ça Non, mais ça, c'est la base. Enfin, en ouais. fait, c'est qu'une fois de plus, dans la société aussi française, je pense, c'est que la place, je dis les pères, mais Mm. aujourd'hui, enfin, il y a d'autres configurations familiales, c'est ok, mais grosso modo, c'est de se dire aussi que, ben, en fait, ils sont là en tant que figurants. Et d'ailleurs, ça choque encore des familles. Enfin, dans ma propre famille, on est là en train de dire toujours à mon chéri, mais waouh, mais c'est trop bien ce que tu fais. Oh là là, mais toi, t'as un mari hyper impliqué. Mais en fait, non, il est juste à sa place. Enfin, C'est il est juste à ça. sa place et il joue son rôle, quoi. Il est là et il est vraiment dans son rôle de père, quoi. Là où ben, mon propre père n'a pas été dans son rôle de père, là où. Mm. euh, Enfin, Pareil. je veux dire, à un moment donné, chaque fois, ben, forcément, tu as un rôle à jouer, quoi. Tu deviens parent, tu décides d'être parent. Donc, du coup, c'est normal que tu t'y impliques. Et ce qui devrait pas être normal, et ce qui devrait être surtout souligné, c'est quand le père ne s'implique pas Mm. auprès du bébé et qu'il le porte pas et qu'il lui porte pas de soins et qu'il essaye pas d'être dans l'éveil, enfin qu'il répond pas aux besoins fondamentaux de son enfant en fait. Oui. Qui Tu laisse vois. ça tout sur sa femme. Exact. Oui, 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 je sais. Enfin, et même, tu vois, congé maternité et puis le père qui retourne au travail, ça veut pas dire que on peut pas quand même prendre le temps le soir quand on vient, quand on rentre, ou de rentrer plus tôt, ou rentrer à l'heure, hein, juste tout simplement, Oui. rentrer à l'heure.
Et de s'occuper quand même de son enfant, parce que faut le dire quand même, une femme qui reste toute la journée avec son bébé, c'est difficile. On fait pas rien, c'est compliqué au niveau émotionnel aussi. Enfin, et c'est dur. On n'a pas tous des bébés qui dorment dans leur lit pendant des heures dans la journée. Enfin, c'est C'est difficile et clair. c'est bien que ben, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent justement le mari qui rentre pour pouvoir se soulager et qui, ben, parfois n'ont même pas ça en fait et doivent s'occuper de d'encore plus de choses. H24. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que la Mm. maison, du coup, bah, t'es à la Ouais. maison, donc t'es censé t'occuper de la maison, mais même ça, enfin, si tu veux, ça rend le partenaire très spectateur. C'est-à-dire que vu que moi je travaille, je suis spectateur de ce qui se passe à la maison et donc j'ai tous mes droits. Non, pas du tout en Non, fait, pas du parce tout. que être parent c'est aussi un job à temps plein, tant qu'en plus de ça il n'est pas gardé, qu'il n'y a pas de soupape. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur un job. D'ailleurs, quand on rentre du travail, une fois que la maman reprend, ben, en fait elle a quand même son rôle de maman à jouer. Donc en fait, ça veut dire quoi? Juste parce qu'elle est à la Exactement. maison. Exactement. C'est exactement ça quand tu reprends le travail en tant que femme, comme ton mari qui prend son travail. Bah, qui c'est qui s'occupe de l'enfant? Alors, personne s'occupe de l'enfant quand on va le chercher à la crèche, alors. Voilà, c'est ça, exact. Tu vois, genre comme si il y avait une prescription. Non, non, l'enfant devient autonome à partir de ce moment-là, t'inquiète. Non, mais voilà, c'est pas Euh, possible. ouais. Non, mais il y a beaucoup de problèmes, hein, et il y a, je pense que notre génération, elle commence, c'est pas encore bien ancré, mais je pense qu'on commence un petit peu à se révolter de ce schéma familial de nos parents et avant, en Mm. fait, hein, je pense. Ou avant, on pouvait peut-être que c'était... Peut-être qu'aussi avant, ben, une seule personne qui travaillait pouvait aussi s'en sortir financièrement. Peut-être qu'avant, ben, encore avant, les femmes travaillaient pas parce que bah, c'était comme ça, elles n'avaient pas d'opportunités comme les hommes. Enfin bon, bref, on n'est plus dans ces schémas-là, mais aujourd'hui. Donc, et c'est... Ouais, il y a la place pour les deux et chacun doit prendre sa place, quoi. Ben, c'est ça, et là où je te rejoins, c'est sur la question aussi de, en fait, la maman, en fait, quand elle est à la maison aujourd'hui, peut-être que c'est beaucoup plus source de stress parce que c'est financier, le stress. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, là, même j'ai une amie, nos deux enfants, on les a fait en même temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te dis, même un congé parental, ben, t'as pas les moyens de survivre en ayant l'autre mari, le mari qui travaille et le congé parental, ben, ça suffit plus aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, ça rajoute une source de stress et donc forcément, c'est encore plus compliqué d'être une maman épanouie quand tu es à la maison parce qu'en fait, tu te dis, mais je ramène pas d'argent à la maison, c'est compliqué, on a du mal à boucler les fins de mois, donc il faut vite que je m'empresse de retrouver un Mm. job ou de reprendre mon job parce qu'on va pas survivre, quoi. Et ça, je trouve que ça a aussi un impact même dans le postpartum sur comment la mère se remet Ouais. de son accouchement et de tout ça. Oui, peut-être précipité parce que justement on peut pas faire autrement. Et puis il y a cette charge mentale de me dire faut que je fasse tout ça à la maison, faut que je m'occupe de mon enfant, mais il faut aussi que je trouve un travail ou que je retourne. Bon, Oui, oui, c'est ça. laissons-nous tranquilles, ok? Exact. Ouais, non, ouais, c'est pour ça que, tu vois, j'essaie vraiment... moi, j'essaie vraiment que... Je trouve que c'est vraiment important si on vit bien son accouchement parce que justement, c'est déjà compliqué après, mais si en plus on s'ajoute toutes ces choses-là, c'est vraiment, tu vois, on n'a pas le départ à la ligne, en fait, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, ben non, parce que tout le monde, en fait, est tout loin, tu vois. C'est ça. Mais où tout le monde devrait commencer, tu vois, Mm. en équipe soudée, qui après, ben, gère ben, cet enfant ensemble. Et ça se passe comme ça se passe, hein, on a chacun des enfants différents. Mais au moins, ben, on est dans un état d'esprit qui est différent, quoi. Mm. Donc, comment s'est passée cette deuxième grossesse? Est-ce que, encore une fois, c'était très désiré? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Est-ce que ça a été plus compliqué? Est-ce que t'as... J'imagine que tu as eu envie d'autre chose pour ton accouchement. Voilà, raconte-nous cette deuxième grossesse. Alors, pour cette deuxième grossesse, c'était carrément une surprise, mais complet. C'est-à-dire que moi, après mon aîné, je pense que j'ai vu que j'ai mis 3 ans. Clairement, vous connaissez Anna Roy peut-être, mais elle parle Le de postpartum dure 3 ans. postpartum. Voilà, ça, elle dit le postpartum dure 3 ans. Et ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti et vécu pour mon fils en fait. C'est-à-dire que au bout de
on arrivait sur ces 2 ans et demi, je commençais à me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Je pense que je me suis sortie de ma dépression postpartum. Enfin voilà, j'ai retrouvé une vie normale, j'arrivais mieux à gérer mes tâches, etc. Et donc en fait, je me disais, no way, pas maintenant le deuxième, parce que je viens à peine de me recentrer, de me sentir bien. Pour m'éviter de me relancer dans un projet bébé avec tout ce que ça peut amener en termes émotionnels, quoi, parce qu'il fallait que je me préserve. Et en fait, je ne suis pas sous contraception pour des raisons, enfin voilà, plutôt par conviction, moi, personnelle. Moi aussi. Donc du coup, bon, d'accord, ça me rassure, je suis pas toute seule là, non, ici. T'inquiète. Et jusqu'à présent, tout allait bien, parce qu'en fait, même avant, je prenais pas de contraception, avant d'avoir mon fils, donc du coup, on arrive bien à gérer le truc normalement, quoi, ça fait des années, donc on est rodés. Et puis finalement, un 1er décembre, j'avais déjà plus d'une semaine de retard sur mes règles. J'avais des envies bizarres, mais tu sais, quand tu refoules le truc, parce que tu te dis, c'est pas le moment. J'avais des envies de fast-food avec une sauce en particulier, tout ça, et je me disais, mais c'est pas possible, je la mange jamais, cette sauce d'habitude, enfin, pourquoi? Et donc mon chéri me disait, non, mais là, tu vois pas, en ce moment, tu es en crise, tu es émotionnellement là, avec le boulot et tout, c'est tendu, donc t'as besoin de manger, tout ça, ok. Et puis je dis, mais mon cœur, à un moment donné, ça fait 1 semaine que j'ai de retard, peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit test quand même. Voilà, et il me dit, ouais, vas-y. Donc j'amène mon fils à la crèche, je vais prendre mon test, je rentre à la maison toute seule, et là, je fais pipi. Et ni une ni deux, ça m'affiche enceinte 2-3 semaines. Ok. Et là, en fait, j'appelle mon chéri en larmes, et je lui filme ce test de grossesse, et donc lui qui se dit, oh mais c'est trop bien, et d'un coup qui dit mais c'est pas le moment, et il me dit mais mon Dieu, et il se met à pleurer avec moi, et donc on pleure tous les deux. Et là, moi, grosse crise d'angoisse, mais comment ça, non, c'est pas le moment, genre pas du tout. Et en même temps, non, pas du tout, je peux pas m'en séparer, quoi, c'est pas possible. Donc je pars chez ma meilleure amie, je lui pleure dans les bras, tout ça, et elle me dit, écoute, de toute façon, peu importe ce que vous décidez, ça sera bien. Ok, on a pris au moins 10 jours avec mon chéri avant de prendre une décision, parce qu'en plus on avait toujours notre fils avec nous, c'est-à-dire qu'on finissait le travail, on allait le chercher, on n'avait pas le temps vraiment de se poser, d'échanger, tout ça, et on s'est prévu un week-end, on s'est dit on part tous les deux, et c'est là qu'on prendra la décision, quoi. Entre-temps, j'avais fait des rendez-vous pour aller voir si c'était un bébé viable déjà, enfin s'il y avait un cœur qui battait, enfin voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et comment ça se passe si dans le cas où je décide de m'en séparer, je devais faire quoi que ce soit, quoi. Donc elle m'explique tout, et au fur et à mesure qu'elle m'expliquait tout ça, en fait moi je paniquais, je me disais non mais je peux pas faire ça. Et en même temps je me disais professionnellement, financièrement parlant, comment on va faire? On peut pas. Moi je suis en plein lancement de mon projet, parenthèse, mon chéri lui il est auto-entrepreneur aussi dans le bâtiment et il venait de s'associer, donc c'était trop incertain, et en fait on s'est dit non mais en vrai on veut un deuxième. La nature nous a fait que ça arrive là, à un moment donné c'est que c'est le moment, quoi. Donc on s'est lancé à fond dans la grossesse, et en fait on a été très vite stoppé dans la projection parce que à l'écho T1 on m'a dit il y a une clarté nucléale un peu épaisse, donc du coup il faut faire des examens pour voir s'il n'y a pas de trisomie, etc. Donc gros stress de se dire ok, mais donc du coup on est toujours en suspens de se dire est-ce que ça va poursuivre ou pas cette grossesse finalement. Donc en fait les résultats sont revenus bons. Donc on a dit ok, donc on se reprojette un petit peu. Moi avec les angoisses que ça m'a amené sur la question de comment je vais pouvoir aimer ma fille, enfin mon bébé, parce que je savais pas encore c'était une fille, mais autant que ce que j'aime mon fils. Et puis sa place, comment il va le vivre lui. En fait j'étais plus angoissée pour lui que pour moi. Et en fait, arrivé à l'éco T2, là pareil, on me dit finalement c'est le centre de la Timone qui va vous faire les examens parce qu'on aimerait vérifier quand même, au vu de la clarté nucléaire un peu épaisse, etc., ça serait mieux qu'ils fassent l'échographie T2E, au moins ils sont spécialisés, on est sûr de passer à côté de rien. Donc l'échomorpho était bonne, mais l'écho cardiaque déclarait un petit souffle au cœur. Et donc l'équipe médicale, au vu de tout ça, nous a dit 1 semaine après nous avoir dit non mais c'est rien, vous inquiétez pas, tout ça, de nous dire vous allez faire une amniosynthèse parce que malgré tout votre dossier est quand même voilà, on veut pas passer à côté de quoi que ce soit. Donc en fait c'est un bis repetita, tu vois, où on se dit ok, on repart encore là-dedans. Donc là j'étais autour des 6 mois de grossesse où je me disais mais en fait quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que la projection était difficile, parce que on se protégeait quelque part aussi, tu vois, de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et donc moi j'essayais de me connecter à mon bébé quand même, de lui dire mais ça va bien se passer, j'ai confiance, mais quelque part il y a toujours ce point d'interrogation.
Et donc on a fait cette amniosynthèse, encore un acte pas très sympathique, voilà, parce que en soi, quand tu vois, oui, il y avait l'accompagnant, là cette fois-ci, il y avait bien mon mari, mais pour le coup, on me demandait de mettre mes mains derrière la tête, d'être allongée, le ventre à l'air, les bras derrière la tête, et on me dit surtout, vous ne bougez pas, parce qu'on va planter une aiguille dans votre ventre, donc il faut pas bouger. Ok. Et donc personne ne te tient en fait, c'est-à-dire que mon mari ne pouvait pas me tenir, voilà, donc en fait c'était vraiment, vous touchez surtout pas votre ventre parce qu'il faut que ce soit aseptisé. Ok, donc ils ont fait cette amniosynthèse et tout est revenu à la normale. Donc à partir de là, je me suis dit ok, cool, maintenant vous pouvez plus, là on est d'accord que je peux me projeter. Oui, oui, c'est bon et tout, ok, nickel. On poursuit la grossesse et à l'écoté 3, l'échographie me dit votre petite puce a un kyste à l'ovaire. Et donc là, je lui dis, ok, ça veut dire quoi qu'elle a une kyste à l'ovaire? Qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce qu'il faut que j'accouche avant? Et en fait, il me dit, non, 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 on déclenche pas pour ça, vous inquiétez pas. Par contre, son ovaire, elle peut péter, quoi. Enfin, si le kyste grossit trop, ça peut faire péter son ovaire. Ah mais attendez, vous me dites ça, mais donc si l'ovaire peut péter, ça veut dire qu'elle peut avoir mal, et puis ça veut dire qu'elle, dans sa vie, après, d'adulte, elle a plus d'eau, elle a un ovaire en moins. Oh, mais vous inquiétez pas, non, elle aura pas mal, et puis en plus, vous savez, un ovaire en moins, elle pourra quand même avoir un bébé, quoi. Ah oui, parce que toi, du coup, tu es sûre que notre ovaire va bien fonctionner et que Ouais. tout va bien se passer, quoi. Et surtout, t'es sûr que ça va pas lui faire mal. D'où. Enfin, je veux dire, les kystes aux ovaires, ça fait mal. On le sait, quoi. Donc, Exact. C'est ça. Donc il m'a laissé avec cette information, j'étais à 34 semaines, donc du coup j'étais proche de la fin, et là je me suis dit, en fait, avec toute l'expérience que tu as vécue de cette grossesse, t'as deux solutions. C'est soit en fait tu t'appuies toi encore sur ton sort en te disant, en fait, ton bébé, est-ce que ça va aller et tout, soit t'as confiance, parce qu'en fait ta puce, elle t'a prouvé depuis le début que c'était une warrior en fait, et qu'elle bravait le vent, tout, tu vois. Elle arrive à très bien gérer, et elle te le prouve. D'ailleurs, à certaines échographies, elle me faisait des sourires. Tu vois, de se dire, mais en fait, elle m'a envoyé plein de signaux pour me dire, maman, t'inquiète. Donc, j'ai décidé de me fier à ces signaux-là et de me dire, ok, en fait, ça va bien se passer. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé, hein, ça s'est bien passé, mais bref. Donc, je me suis fait aussi accompagner pour cette grossesse, parce que là, avec l'histoire jusqu'à la myosynthèse où j'arrivais pas à me projeter, je me suis dit, Laura, en fait, il faut que tu mises tout, parce que le lien que tu crées, il a été très incertain depuis le début de la grossesse. Donc là, maintenant, focus, vu que tu sais qu'elle est en bonne santé, il faut que tu crées du lien un maximum et que tu te connectes à ton bébé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a été voir une sophrologue qui était professeure de yoga aussi, et elle pratiquait la méditation de pleine conscience. Donc déjà ça a été le premier point où elle a vachement insisté sur la connexion à mon bébé. Donc voilà, j'étais allongée au sol, elle me parlait, elle essayait de me guider, justement de me faire imaginer comment était mon bébé, de me connecter, tout ça. Donc ma fille répondait vachement bien aussi, elle me donnait des coups souvent à ce moment-là, donc c'était chouette. Ça me permettait de me dire ok, on est bien connectés, ça va le faire. Et à côté de ça, j'ai aussi voulu me préparer à l'accouchement, parce que j'avais très peur par rapport au premier accouchement où j'avais aucune appréhension de l'accouchement, j'étais hyper sereine. En fait, là, je me suis aperçue pour une deuxième, là où j'aurais jamais imaginé, de me dire waouh, j'ai trop peur de ce qui va se passer et j'ai trop peur de réaccoucher. Et notamment par rapport à mon épisiotomie. De me dire, mais en fait, est-ce que mon épisio ne va pas péter? Est-ce qu'on va devoir m'en refaire une? Parce que ça a eu des gros impacts aussi sur ma vie sexuelle. En fait, pendant les 3 dernières années, j'ai dû traiter cette épisiotomie. Ça, c'est pareil, on n'en parle pas, mais dans les suites de couches, ça a aussi une importance sur comment tu te réappropries ton corps et comment tu peux retrouver une sexualité. Et surtout que y a peu de personnes, souvent on te dit, les professionnels te disent non mais ça va passer, c'est dans ta tête. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver des professionnels qui m'ont accompagnée dans justement la cicatrisation de cet épisio et dans tout ça. Donc c'est pour ça que pour ma fille, je suis allée voir une kiné ostéopathe qui était spécialisée dans le périnée, qui a pu m'accompagner donc physiquement déjà pour remettre mon épisio bien comme il faut en faisant de la radiofréquence. Elle me l'a vachement massé, et en fait on s'est aperçu que j'avais une contracture aussi de mon périnée qui datait de très longtemps. Elle m'a dit ça peut dater donc de votre accouchement, qu'il a fallu traiter, et c'est pour ça que j'avais encore des douleurs pendant les rapports par exemple, tu vois. Donc
elle m'a montré des massages du périnée pour essayer de préparer aussi la descente et le passage de mon bébé pour que ça s'ouvre correctement et que ça déchire le moins possible. Et à côté de ça, j'ai fait appel à une doula pour comprendre ce qu'il allait se passer dans mon corps, parce que j'avais vraiment besoin d'être connectée avec elle, de me dire ok, quel est le chemin qu'on va devoir parcourir ensemble pour qu'on soit main dans la main et que ça puisse bien se passer, dans une idée aussi d'être au plus proche de la physiologie en fait, voilà, de plus subir les choix des médecins et de pouvoir en fait ouvrir ma bouche, quoi, d'avoir mon mot à dire et de dire mais en fait là, ça vous faites pas sur moi, je refuse, voilà, c'est pas possible. Donc en fait, cette doula nous a accompagnés d'abord en groupe. On était 4. Et ensuite, elle nous a fait un accompagnement individuel avec mon mari, où on n'était que tous les deux, parce qu'elle voulait inclure le mari aussi pour qu'il comprenne ce qu'il allait se passer. Parce qu'en fait, eux, ils nous voient souffrir, ok, ils savent que c'est normal. C'est pas toujours normal, on est bien d'accord, hein, mais en gros, eux, c'est ce qu'ils s'imaginent exactement comme dans les films, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en fait pour lui ça a été ah mais c'est tout ça qui va se passer, enfin moi mon chéri il était enchanté d'avoir découvert toute la physiologie, de se dire ok mais donc en fait là je vais pouvoir t'encourager à ce moment-là, là en fait ça sera normal, et du coup ça lui a facilité sa prise de position aussi à la maternité. Là où il a été présent psychologiquement pour mon fils, mais physiquement il savait pas trop, il voulait pas se positionner auprès des professionnels parce qu'il savait pas quoi dire, quoi faire. Là où vu qu'on a travaillé ensemble, il savait clairement quoi faire pour respecter mes désirs et pour être du coup raccord quoi. Donc ça c'était très chouette et ça m'a permis en fait le jour J, au moment où j'ai commencé à sentir des contractions, je me disais en fait ça redémarre exactement comme pour mon fils, c'est-à-dire que 2 jours avant j'avais des contractions qui étaient là et qui étaient douloureuses mais qui étaient vraiment très espacées. Et puis la veille de mon accouchement, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions très très intenses. Donc j'ai fait en fait une nuit blanche parce que je me suis dit ok, je vais être en mouvement, mon corps est en train de contracter, etc. Je veux pouvoir être active. Donc j'ai préparé un gâteau, j'ai fait plein de trucs et pour sécréter plein d'ocytocine aussi. Et le matin, vu que j'avais pas réussi à dormir de la nuit, que j'avais encore des contractions toutes les 10 minutes, Sauveur a décidé d'appeler la maternité pour dire là ma femme elle contracte, qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous voulez l'ausculter ou pas, vu que c'est un deuxième, en fait c'était ça qui nous angoissait un peu, de se dire autant ça peut arriver très vite. On s'est rendu à la maternité, ils nous ont dit écoutez le col est toujours pas dilaté, toujours postérieur, donc là c'est pas pour maintenant, elle est pas en travail, vous pouvez rentrer chez vous. On est rentré à la maison, je contractais quand même toutes les 10 minutes et c'était très douloureux. Dans la voiture, Sauveur se trompe de route. Ça, c'est l'anecdote aussi où je pleurais de rire, mais à la fois de nerfs parce que j'avais trop mal et que je voulais rentrer chez moi. Donc, on a rallongé le trajet d'une demi-heure, autant te dire. Si. Et là, j'ai dit, mais jamais tu me fais ça. Et là, que je suis au bout de ma vie, que j'ai envie de rentrer chez moi, tu te trompes de route. Donc ça, c'était vraiment l'anecdote qui nous a fait mourir de rire. Et en rentrant, en fait, j'ai dit, ok, je mange un petit bout et il faut que j'aille me reposer au moins 1 heure, que j'arrive à dormir. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, je me suis dit, une fois qu'on s'est levé, on va aller marcher dans la résidence, comme on avait fait pour mon fils, histoire que ça continue et que ça aide, en fait, la descente. Donc, on est allé marcher. Et en rentrant, là, j'ai commencé à contracter toutes les 5 minutes. Donc, je prenais des positions qui facilitaient sa descente. Enfin, voilà, tout ce qu'on m'avait appris pendant les cours de préparation, tout ça, j'ai tout mis en place pour que ça accélère le travail, quoi. Et arrivé à 20h, dans 19h, j'ai dit à mon chéri, là, maintenant, c'est trop pour moi. Je sens que c'est des vraies contractions et que je suis en plein travail. Il faut qu'on aille à la maternité. Sur la route, ça a été chaotique parce que c'est horrible, en fait, de prendre la voiture quand t'as des contractions. Enfin, j'ai trouvé ça, moi, très difficile. Surtout à Marseille, avec tous les trous qu'il y a sur la route. Chaque trou, laisse tomber, c'était vraiment horrible. Mon chéri s'arrêtait des fois sur le bas-côté parce qu'en fait, je contractais trop, c'était trop dur. Je lui disais, arrête-toi! Il s'arrêtait, il me disait, mais là, je peux pas m'arrêter, c'est trop dur. Il y a de la circulation partout, bref. Et donc, arrivé à la maternité, on m'a auscultée parce que j'avais demandé de savoir, psychologiquement, j'avais besoin de me dire, ok, où j'en suis au niveau de mon corps. Et donc, j'étais dilatée à 3. Donc, elles m'ont dit, c'est parti, on va en salle d'accouchement. Et là, je me suis dit, super, parce qu'il y avait la possibilité que si je n'étais pas encore bien engagée dans le travail, qu'on me transfère dans une autre chambre.
Et pour moi, c'était pas possible. J'avais envie d'être dans une même pièce pour pouvoir vraiment installer mon lit et faire mon ambiance, tu vois. Donc, elles m'ont mis dans la salle de travail direct. Et là, la mission de Sauveur, c'était d'installer la pièce. Donc, il m'a sorti les petites lumières, là, comment ça s'appelle ? Voilà, les petits LED. C'est ça, avec, mais ça faisait une ambiance très cosy, très orangée. On a tout éteint, on a mis les photos et les images pour m'aider à visualiser l'ouverture, tu vois, du périnée, tout ça. Donc, nickel. Et ensuite, on s'est mis de la musique. Et en fait, voilà, on a commencé à discuter. Et puis après, je me suis mis un Disney parce que des fois, moi, je suis fan des Disney. Donc, du coup, ça me fait du bien aussi. Ça m'apaise le mental de me dire, je pose là, je coupe. Et voilà, donc j'ai continué de dilater de 1 cm par heure à peu près. Et en fait, je n'avais toujours pas percé la poche des os. Et en fait, à un moment donné, j'avais des nausées et je me suis mise à vomir. Et donc en même temps, j'ai percé ma poche des os, donc ça s'est fait spontanément. J'ai pas eu besoin d'acte médical, quoi que ce soit. Et en fait, ça a continué comme ça jusqu'à 3h50 où en fait, j'étais hyper bien. J'avais eu la péridurale. Cette péridurale, elle était hyper bien dosée, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, je ressentais tout. On me proposait de faire pipi, je réussissais à faire pipi. Alors, la seule chose, d'ailleurs, ça je le dis parce que c'est important, c'est-à-dire que la sage-femme, elle était à fond dans la physiologie aussi de l'accouchement. Donc, elle a lu mon projet de naissance, on a fait le point avant, ensemble, où je lui ai dit, voilà, ça c'est mon projet de naissance. J'ai dit, est-ce que vous voyez des objections sur ce que j'ai pu noter ou pas, comment on peut trouver des consensus. Et donc là, en fait, elle m'a dit non. Pour moi, tout ce que vous avez noté dans votre projet de naissance, donc clampage tardif du cordon ombilical, ambiance tamisée, musique, péridurale peu dosée, machin, tout ça, pas de péridurale et tout, pas d'épisiotomie, tout ça. Elle m'a dit, nous, on est tout ok. Et les positions d'accouchement, c'était très important pour moi aussi. C'était soit à 4 pattes, soit sur le côté, soit accroupie. Elle m'a dit accroupie par terre, ça va pas être possible parce que la péridurale, même si elle est bien dosée, c'est un peu trop risqué. Par contre, vous pourrez vous mettre à genoux accroché à la table de maternité, ça c'est possible parce que vous tenez encore sur vos jambes, mais au moins vous serez sécurisé. Donc elle m'a dit on fera vraiment ce que vous voulez. Parce que je lui disais j'ai du mal à me projeter parce que je suis pas encore dans le moment où je vais accoucher, donc j'ai besoin d'attendre un peu la dernière minute. Elle m'a dit y a pas de souci. Donc en fait ça c'était tout ok. Et à 3h50 55, j'ai dit à mon mari je la sens là, à mon avis elle est là, c'est le moment. Et au même moment la sage-femme qui est rentrée et elle me dit en effet votre fille est là, donc c'est le moment. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez de vous mettre sur le côté, tout ça? Et en fait j'étais déjà positionnée sur le dos, donc j'ai dit écoutez je veux qu'on me mette les serviettes sous les fesses pour laisser le passage au niveau du sacrum, là tu sais, histoire que ça la bloque pas, au contraire que ça lui aide à la sortie. Et donc elles m'ont positionné les 2 serviettes sous mes fesses, et là je tenais la main à mon mari, et elles m'ont dit mais ça y est, elle est en train de sortir sa tête, et donc je tenais la main de mon chéri me disait ça y est, elle est là, je lui disais mais oui elle est là. Et donc là il y a une épaule qui est sortie, une seconde épaule, et puis ensuite ils me l'ont posée sur moi. Donc j'ai pas eu besoin de pousser une seule fois, mon corps et ma fille ont fait le travail. Et en même temps c'est pas plus mal parce que vraiment j'étais épuisée avec les 2 jours que j'avais passé la veille. Et ça a été complètement magique. Et en fait elles me l'ont complètement déposé sur moi. Et en fait on a attendu que le cordon arrête de battre pour pouvoir donc le couper. Donc ça a été chouette aussi de pouvoir le faire parce qu'en fait elle était encore sur moi et elle était encore connectée avec l'intérieur de moi, donc symboliquement je trouvais ça vraiment chouette. Et puis après pour elle au niveau de ce que ça lui a apporté, c'était aussi très chouette. Donc voilà. Et on a fait directement du pot à pot avec en fait elle, ses réflexes, elle a réussi à arriver jusqu'à mon sein pour faire la première tétée, être contre moi. Donc on a vraiment passé ces 2 heures pleines, l'une contre l'autre, au chaud, à pouponner, à être bien, à se retrouver, à se découvrir. Et puis ensuite ils l'ont prise, mais dans le respect toujours, c'est-à-dire qu'en fait là chaque chose a été faite en amont, c'est-à-dire qu'à chaque fois on m'a demandé les choses, on m'a expliqué ce qu'il allait se passer. Et ça a toute la différence. Et surtout que c'est pareil, il n'y avait pas 40 professionnels dans la pièce, parce que même si pour mon premier il n'y a pas eu de nécessité vitale
pour mon bébé ni pour moi. Il y avait quand même du monde dans la salle parce qu'il y avait l'auxiliaire de puère qui voulait le récupérer, il y avait la gynéco, il y avait la sage-femme qui secondait, machin truc, une infirmière qui mettait les trucs dans la poche, machin. Là où en fait il y avait une infirmière, une sage-femme et c'est tout. Donc en fait on était tous les 4-5 mais donc ça nous a permis de garder notre bulle parce qu'en plus elles nous ont pas rallumé la lumière, enfin voilà quoi, elles ont été vraiment dans le respect et d'ailleurs elles m'ont même dit mais c'est génial votre lumière, on va demander un investissement de la part de la maternité parce qu'il faudrait trop que ça soit installé dans chaque salle de travail pour avoir cette ambiance. Elles disent parce qu'elles ont kiffé l'ambiance qu'on avait installée dans la maternité quoi. Donc ça c'était plutôt chouette et je leur ai dit bah oui ça serait bien que vous investissiez là-dedans parce que ça éviterait aux mamans de devoir tout ramener. C'est ça, d'avoir des valises énormes parce qu'elles doivent ramener la maison avec elles. Donc là ça pourrait être chouette d'avoir des espaces déjà pensés. Donc voilà. Tu parlais du cordon, tu te rappelles du placenta aussi, c'est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'ils sont quand même très frileux. En tout cas, dans ma région, moi, je trouve qu'ils sont vachement frileux avec la question du placenta parce qu'ils donnent vraiment un timing. Nous, avec la doula, on a bien vu qu'en fait, ça pouvait prendre jusqu'à 1 heure, enfin voilà, pour sortir. Voilà, voire plus. Pour que ce soit expulsé de façon naturelle, etc. Mais là, eux, ils acceptent 30 minutes max. Voilà. Donc... elle m'a dit, écoutez, si au bout d'un quart d'heure, on voit qu'il n'est pas sorti tout ça, on va vous injecter l'ocytocine et tout. Bon, il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin parce qu'en fait, ça s'est fait très naturellement. Il est sorti très vite. Donc voilà. T'étais avec ton bébé, elle était sur toi. Tu l'as bien vécu, tout l'accouchement, c'est sûr. Hein. T'étais respectée, c'est normal. C'est pour ça qu'ils prennent du temps. Enfin, pas tous. Hein. Moi, j'ai des femmes qui restent chez elles. Tu sais qu'elles couchent chez elles qui sont très bien. Et des fois, ça prend 3 heures, 4 heures, 5 heures, hein, sans problème. Mais c'est vrai qu'en maternité, en fait, ils ont peur parce que comme on dérange toute cette physiologie, c'est vrai que ça peut prendre plus longtemps, ça peut faire des hémorragies, etc. Et eux, ils ont peur de l'hémorragie, en fait, de la délivrance. Mais toi qui as une super expérience, qui a ton bébé qui est sur toi, qui cherche le sein, qui t'aide, c'est sûr. Ah bah oui, c'était shot d'ocytocine clairement, bah oui, carrément. Donc ça a été hyper facile. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où j'ai dû pousser pour cet accouchement, tu vois. C'était pour sortir le placenta en vrai. Donc c'était trop rigolo. Je me suis dit non mais sérieux, c'est énorme. J'ai pas poussé mon bébé, mais je pousse le placenta. C'est ça, la symbolique du allez vraiment là maintenant, c'est la fin, on sort tout. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que pour mon premier, j'avais tendance à craindre, tu vois, et pas vouloir regarder tout ça. Et là, j'ai carrément demandé à venir à ce qu'on me l'amène. Je voulais le voir, je voulais le remercier, tu vois, d'avoir aidé mon bébé à évoluer durant toute la grossesse, à la faire grandir et tout ça. Donc non, c'était très sympa. Et en fait, vu que mon mari a pu être là aussi, ça a fait toute la différence, quoi, parce que j'avais pas le stress de me dire il va partir. Je savais qu'on était ensemble et que c'était tout, quoi. Donc ça, c'était chouette aussi. Ouais, c'est fou. La présence de ton conjoint, l'équipe quand même, qu'il faut dire, ça c'est quelque chose qui est... Moi, je suis persuadée que si ton équipe, elle a une vision de l'accouchement qui est dangereuse ou naturelle, physiologique, c'est obligé que ça va impacter ton expérience de l'accouchement. D'un côté, tu as des croyances qui vont te faire peur. Eux, ils vont avoir peur de certaines choses alors que non, ils vont te faire des choses. Alors que une équipe comme tu as eu, à fond sur la physio, tout ce que tu lui demandes, elle te dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... tu vois, dès que la tête commence à arriver, souvent c'est la panique, il y a tout le monde qui arrive. Là, on reste dans le respect. Elles n'ont pas allumé les lumières, elles vous ont respecté, tu vois. Et ça, c'est parce que c'est cette sage-femme et puis l'infirmière, mais cette sage-femme, elle sait ce que c'est un accouchement physiologique un accouchement normal, en fait, tu vois, pour la plupart des femmes. Et ça, c'est tellement important. Et vous aussi, en fait, tu vois, tu avais un projet, t'es venu, t'étais préparé, ton accompagnant, il est préparé. Et elles, ça leur donne confiance aussi, tu vois. Parce que si t'arrives et que t'es là, en fait, t'es pas préparé, peut-être que aussi ça leur donne pas confiance, même si elles ont confiance en ta capacité.
Mais là, toi, t'es préparé, elles ont confiance. C'est super, le combo parfait, quoi. Ah ouais, mais ça a donné un boost. En fait, c'est ça, c'est que à la fin de l'accouchement, tu sais, c'est comme si on a fait équipe. On se connaît pas, Ouais. mais on a réussi à être vraiment connectés, tu sais, comme si d'un coup on se connaissait de façon très intime, du coup, Mm. parce que quand même, hein, c'est un moment hyper intime, le moment de la naissance. Et à la fin, on s'est tous remerciés entre nous. Autant les sages-femmes, la sage-femme et l'infirmière, ils nous ont dit vraiment merci pour ce merveilleux moment. Et nous, on leur a dit mais merci d'avoir contribué à ce merveilleux moment parce qu'en fait, c'est aussi parce que vu qu'on était dans une maternité quand même, il y avait le côté quand même hôpital, tu vois. Donc, Mm. on a été chanceux de tomber sur cette équipe et chanceux qu'on puisse respecter à ce point notre projet. Donc, donc en fait, à la fin, vraiment, genre, limite, on se serrait la main, waouh, beau Ouais, marathon, well on a done. été, ouais, c'est ça. Bah, Non, tu mais sais que en fait, enfin, tout le monde dans cette pièce a partagé ce boost d'ocytocine que tu as produit, toi et ton bébé, hein. Donc c'est c'est oui. sûr qu'en fait, vous vous êtes connectés et ton mari, ben lui, il a aussi reçu ça. Donc son attachement avec son bébé, instinctivement, dès le début, ben, il est vachement fort. Elle aussi, c'est pour ça qu'elle te remercie de ce beau moment, parce qu'en fait, elles ont vécu enfin, un super moment pour elles aussi au niveau hormonal. Et ça, c'est incroyable de se dire que on partage toutes ces hormones ensemble. C'est Mais fou, oui, quoi. c'est ça, ça transpirait. En fait, la pièce, elle Ouais, transpirait d'ocytocine, quoi. Il y en ouais. avait partout. Tout le monde était au pays des bisounours, quoi, tu C'est vois. ça, c'est ça. Mais c'est top, c'est super. Franchement, ça devrait être comme ça, enfin, pour tous les accouchements, tu vois. Tout le monde devrait partager ce... C'est pour ça que j'avais entendu une fois qu'on disait que les médecins, ils volent en fait l'ocytocine au bébé, tu vois, parce que bah, quand on prend ton bébé, quand on te fait des trucs, en fait, les ocytocines, bah, tu vas les produire de toute façon. Et c'est pour ça que des fois, il y a des femmes qui vont dire, oui, mais il m'a sauvée, tu vois. Et en fait, elles ont mis cet amour, cet attachement sur bah, la personne qui était là en face. Eh oui. Ce qui est dommage. Voilà, c'est à nos Ah, bébés que ça doit aller. C'est super pour leur régulation. Enfin, c'est super pour leur développement, pour énormément de choses. Et ah ouais. surtout pour la femme, quoi. Ton... Tes vaisseaux sanguins qui se referment pour justement éviter les hémorragies, ton placenta qui sort tranquillou, ton attachement avec ton bébé, enfin, j'imagine que t'es pas en dépression du postpartum pour ce bébé. Non, du tout. Du T'es tout. en amour, t'es bien. C'est ça. C'est fou ça. Ah ouais. Ah mais clairement parce qu'en fait ce que tu dis ça me fait clairement penser on en a beaucoup échangé avec mon mari c'est de se dire mais en fait tout ça ça a contribué en fait c'est comme si la naissance de ma fille au regard de la grossesse qui a été Mm. stressante enfin Mm. vraiment ça a été très dur émotionnellement c'est comme si c'était venu tout réparer Ouais. en un claquement de doigts, tout a été réparé. Et, et en fait, aujourd'hui, même si on a dû aller faire des examens et qu'au passage, tout va bien, tout roule en fait pour ma pépette, c'est de se dire, ben, en fait, on est là et on se sent en totale plénitude. C'est comme si elle était venue enfin voilà, et rééquilibrer le foyer. Enfin, Ouais. je sais pas, on le vit complètement différemment pour elle, enfin, c'est étrange même ce sentiment, tu sais, comme si elle avait toujours existé, comme si elle avait toujours été avec nous, et en même temps, enfin, elle a que 1 mois et demi, et donc on est encore dans la découverte, et même si il y a des choses difficiles, parce que oui, comme certains bébés, elle a du reflux, enfin voilà, il y a des complications un peu, ben en fait, on arrive à gérer. Avant, moi, les nuits, je faisais de l'hypervigilance pour Mm. mon aîné. Là, aujourd'hui, je suis complètement apaisée et j'arrive à gérer une nuit en me réveillant, etc. Là où je n'arrivais pas pour mon aîné parce que ça me donnait beaucoup d'angoisse. Le soir, j'angoissais de me dire c'est le moment d'aller se coucher. Là, aujourd'hui, mais en fait, pas du tout, quoi. Au contraire, chaque moment, ben, c'est des moments qui sont parfois difficiles, parfois fatigants, mais chaque moment est un moment de pur bonheur où j'explique à mon chéri que je veux profiter de chaque instant parce que voilà, elle grandit, ça va vite et non, je suis pas du tout dans la même dynamique. Mm. C'est exactement ça. Franchement, c'est... Tu l'as bien résumé. D'ailleurs, c'est bien aussi d'en parler, tu vois, de l'hypervigilance. Si on se rend compte qu'on est là-dedans, faut pas hésiter à aller bah, demander de l'aide parce que c'est pas rien.
c'est pas normal qu'on soit hyper vigilant avec ses enfants. Oui, c'est des nouveau-nés, oui, on a peur, on va toujours voir s'ils respirent. Il y a des petits trucs comme ça, mais l'hypervigilance, c'est pas normal. Et ça arrive beaucoup justement à des accouchements qui ne sont pas bien. Est-ce que, encore une fois, tu vois, ton bébé, il est allé tout de suite avec ton mari? Est-ce que t'as pas eu ses premières hormones, tu vois? Et puis après, évidemment, les 48 heures seules qui ont été difficiles, quoi. Donc, c'est fou tout ce que ça. Après, enfin, je veux dire, c'est fou. D'un côté, regarde nous, suivant où on est dans notre cycle, on peut être totalement une différente personne. Et c'est pas que nous sommes hystériques, c'est juste que C'est pas on comme a les des bipolaires. hormones. Exactement. C'est juste qu'on a des hormones et elles nous, tu vois, mènent un peu par le bout du nez, hein. Faut le dire qu'elles nous gèrent quand même beaucoup. Après, on peut, enfin, suivant le mode de vie, on peut peut-être essayer de réduire certains symptômes, mais en soi, ben, elles nous gèrent quand même beaucoup. Et là, quand on est enceinte, quand on accouche, c'est quand même un cocktail qui est énorme, quoi. Et si on passe pas là-dedans, c'est normal que en fait, ça impacte le reste. Et que ça impacte Ah oui. du bon côté comme du mauvais, quoi. Parce que tu vois, là, comme t'es là maintenant, c'est super, ouais, t'es sur un nuage, même si c'est difficile, hein, je dis pas Ah que oui. c'est pas difficile, mais c'est pas pareil, quoi. Non. Et ce que tu soulignes, mais c'est vraiment important parce qu'en fait, je pense que le fait qu'avec ma fille ce soit si bien passé, je me suis autorisée aussi à faire ce que mon instinct, enfin, ce que intérieurement, mon corps, mon esprit me disait. Écoute-toi, en fait. Je me suis écoutée. Là où, pour mon premier, vu qu'on m'a dit que déjà lever mon masque c'était dangereux pour lui, je m'écoutais pas du tout dans la question des bisous, de la proximité. Oui, je l'avais tout le temps dans mes bras, évidemment, parce que de toute façon, un bébé, il te le fait savoir. Hein. Il te dit, pep, pep, tu vas me Tu prendre me parce que reprends, hein. c'est ça, voilà. Mais dans l'idée, moi au départ, avec mon aîné, il a dormi directement dans le cododo. Mais en attendant, moi, ma fille, même à la maternité, je la faisais dormir dans mon propre lit. On dormait l'une contre l'autre. Chose que je n'aurais jamais fait pour mon premier. Impossible, mais parce que j'étais trop dans le stress. Là, j'étais tellement dans mon shoot d'ocytocine que je me suis écoutée, que je nous ai fait confiance en fait. Ouais. Je nous ai fait confiance, je nous ai écoutés et je nous ai respectés du coup. Parce que j'ai répondu à Ses déjà à mon besoins. besoin, mais à ses Oui, besoins aussi, ouais. quoi, de proximité. Mm. Mais oui, mais c'est ça, et c'est bien que tu vois, tu t'en parles comme ça, parce que on pourrait se dire, oui, mais bon, c'est un deuxième, tu sais, mais non, c'est pas que c'est un Non. deuxième. Parce que, tu vois, moi, je suis comme toi, Enfin, bon, mon fils a Oui, 18 mois, mais je veux dire, en postpartum, même si c'était compliqué, même s'il y a eu des nuits d'allaitement où j'ai cru que j'allais mourir, bien enfin, sûr. mourir, je rigole, mais où j'avais pas assez bu, j'avais des maux de tête que j'ai jamais eu. Enfin, bon, bref, il y a eu des choses, Mm, évidemment, mais j'étais comme ça, tu vois. mm, Et en fait, tu sais, des fois, il y a des femmes qui disent non, mais moi, j'ai pas l'instinct maternel. Mais en fait, moi, j'aimerais bien savoir comment s'est passé son accouchement, tu vois. oui. Est-ce qu'il a été dérangé? Est-ce qu'il a été Mm, compliqué? Et même, mm, même si c'est pas spécialement intervenu des interventions, est-ce qu'il a été mal vécu de toute façon, tu vois? Parce que mm, pour moi, si tu passes pas à travers ces hormones-là, bah c'est sûr, en fait, tu t'es pas transformé, entre guillemets, en mère qui, justement, bah, instinctivement, intuitivement, sait ce qui est le meilleur pour ton bébé, tu vois. Parce que mm, moi mm, aussi, je me rappelle très bien des gens extérieurs qui vont te dire des choses, et toi, tu sais très bien qu'en fait, c'est pas du tout ça, quoi. mm. Tu le sais, y a pas... Et en Oui, fait, quand tu fais la chose eh ben, c'est soit ça règle le problème, soit ça, il arrête de pleurer, enfin, je sais rien, ouais, mais ça marche. Parce qu'on oui, on le sait ouais. au plus profond, quoi. Et Ah ouais, ouais. c'est super comme sentiment. C'est vraiment Ah mais super. carrément. Mais du coup, dans la prise de confiance de son rôle parental, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, pour le deuxième, on aurait tendance à dire, de toute façon, t'es déjà maman. Mm. Donc en vrai, tu sais déjà ce que tu fais, tout ça. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il faut se rappeler qu'on a affaire à deux êtres complètement Ouais. différents, qu'on en est un, deux ou 10. Enfin voilà, en fait, ils sont tous différents. Donc à chaque fois, tu redeviens mère. Mm. T'es jamais la même mère. Oui, le statut, il existe déjà. Mais en soi, tu redécouvres. Donc forcément, là, c'était de redécouvrir et de se faire confiance et donc du coup de se laisser aller. Et donc je fais plein de choses différemment d'avec mon fils et en même temps, il y a plein de choses que je garde aussi en me disant, bon, ben, ça a été important, c'est des choses qui nous ont fait du bien, donc je veux le transmettre aussi à Anaï, mais en soi,
forcément c'est différent et donc voilà quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que j'aime dire, c'est en fait de te redonner ou te donner, hein, te Mhm. redonner la confiance en toi, en fait, et qui te suit après. Et tu vas voir dans tes projets, dans plein de choses de ta vie, en fait, C'est tu énorme. reprends la confiance. Alors qu'avant, en fait, tu vois, des fois, tu peux être... Enfin, ça peut te détruire une partie de toi. Et là, en fait, tu reprends toute cette confiance et tu dis, mais en fait, c'est pas juste j'ai été capable d'enfanter un bébé, c'est pas ça, c'est. Enfin, c'est fort, quoi. Tu deviens puissante et. Mais en fait, Confiance, tu quoi. deviens une lionne, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est vraiment ça parce que ce que tu dis, ça me fait écho, mais tellement. Après mon fils, tous les projets que j'ai voulu entreprendre, j'ai eu beaucoup de mal à les entreprendre jusqu'au bout correctement parce que j'arrivais pas, mais parce que je me mettais moi-même des bâtons dans les roues, perte de confiance, donc je me dis je suis pas légitime, je vais pas y arriver, nanana, nanana. Là où depuis la naissance de ma fille, mais j'ai les crocs qui sont jusqu'en bas, tu vois, des pieds, quoi. Au contraire, je me sens hyper en confiance, mais en confiance même dans ma personne, dans mes projets, dans ce que j'envisage, dans tout et dans mon rôle de mère. Et ça, c'est énorme aussi de se sentir en Ouais. confiance, de se dire, en fait, je sais que je suis la personne qui peut répondre aux besoins de mon bébé, la personne dont elle a besoin, et en fait, peu importe ce qu'on peut me dire, ce qu'on peut faire, ben, en fait, j'en ai rien à foutre, quoi, Mhm. clairement. D'ailleurs, petit aparté, mais à Carrefour, ça fait deux fois que j'y vais avec ma fille en porte-bébé, du coup, et donc j'ai tendance à l'endormir avec une main sur le visage et une autre qui tient sa sucette. Voilà, et donc du coup elle est vachement cachée, déjà elle est dans sa bulle parce qu'on est en porte-bébé, mais en plus j'ai la main sur son visage. Et en fait, ça fait à 3 reprises que j'ai des dames qui s'arrêtent et qui me disent. Il y en a une qui m'a dit ah, c'est une nouvelle mode, ça, pour endormir son bébé. Une autre qui me dit mais pourquoi vous lui mettez la main sur le visage. Et une dernière qui a osé, et ça c'est la pépite, qui m'a quand même dit vous cherchez à étouffer votre enfant. Et là, Non, mais par la, contre, vous, je vous étoufferais bien. tu sais quoi, j'étais à deux doigts du Jasta. Je lui ai dit mais en fait, à un moment donné, je cherche à faire parler les gens comme vous. Simplement. Voilà, et j'ai tourné les talons et je suis partie. C'est-à-dire Super. qu'à un moment donné, d'habitude, les deux autres, j'ai pas cherché à leur répondre particulièrement, voilà, mais elle, j'ai dit là, je me la fais parce que c'est trop. C'est Ouais, trop. Et donc, j'ai dit, c'est bon, j'ai tellement confiance en ce que je fais qu'en fait, super. foutez-moi la paix, Ouais. Ah clairement. tu vois, le portage, moi je trouve que c'est incroyable. Moi, combien de fois j'ai eu des... Ah, mais mets-le dans la poussette, il sera mieux. Alors déjà, un, non. Et deux, tu veux qu'il pleure toute l'après-midi. Exact, Et moi j'ai envie de l'avoir près de moi. Et c'est la meilleure position physiologique pour lui. Donc, c'est ça. tu te mêles de tes affaires. T'as fait comme t'as voulu avec tes enfants. Je fais comme je fais avec les miens. Et oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est trop bien. Et je suis trop contente quand, tu vois, les femmes elles viennent me voir et quand, en fait, elles me parlent comme ça. Elles me disent, maintenant, j'ai confiance en moi. C'est trop incroyable. Et tout le monde devrait vivre ça. Tout le monde devrait vivre ça. Mais carrément. Et d'ailleurs, autour de moi, là, parce qu'il y a plein d'amis à moi là, qui cherchent à faire des bébés et tout, et j'arrête pas de leur dire, mais en fait, il faut vraiment que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe, parce que je pense que ça aussi, ça joue, parce qu'en fait, on se dit, on n'est pas juste spectatrice de ce qui se passe, machin, au contraire, on en devient actrice. Donc, à partir du moment où tu es actrice, tu peux que mieux vivre les choses, Ouais. parce que tu comprends parce que enfin, voilà, tu peux gérer, tu peux décider, même si après il y a des choses qui se jouent aussi pendant un accouchement qui nous dépassent. Évidemment, ça peut arriver que ça nous dépasse, mais en règle générale, on est fait pour ça. Donc, Hmm. fais-toi confiance et je pense que cette confiance, elle doit démarrer avant l'accouchement. Et ça passe par la question de s'y préparer, Hmm. euh, de l'anticiper et de l'imaginer, de se projeter. Totalement. Ah, mais totalement. Et, euh, et tu vois, de le bien le vivre, même si, parce que c'est imprévisible un accouchement, faut quand même le dire, tout peut arriver, voilà. T'es tombé sur une super équipe, si t'avais une autre équipe, est-ce que ça serait passé différemment? Et c'est ça aussi en fait d'être actrice. C'est que, ok, Mm. là, il y a une décision à prendre, bah on la prend ensemble, c'est pas, c'est vous qui faites comme vous voulez, quoi. Et si jamais ça te convient pas, ben ok, est-ce qu'il y a des alternatives? Là, vous voulez venir avec les forceps? Est-ce que si je change de position, peut-être ça peut
arranger les choses. Est-ce qu'on peut essayer? Il n'y a pas d'urgence à 10 minutes près, ben Ah ouais. on bouge et puis on voit. Enfin, il y a plein de choses à faire et c'est comme ça en fait d'être actrice. C'est que on sait ce qui se passe, on sait qu'est-ce qui peut se passer et comment en fait on peut gérer dans chaque situation pour que quand ça arrive, ben on n'ait pas peur en fait. On n'ait pas peur parce on sait ces choses-là et on est prête. Carrément. Et j'insiste sur la question enfin, par rapport à mon expérience, vraiment, j'insiste sur la question du coparent, en fait, que si, ou de l'accompagnant, parce que c'est pas obligatoirement le coparent, mais si la personne qui est avec toi au moment où tu accouches, il faut qu'elle soit au courant de tout et que vous ayez des codes ensemble, c'est-à-dire des noms de codes du style, en fait, c'est no way, il n'y a pas du tout de possibilité de forceps ou quoi, on essaye d'autres choses avant, parce qu'après, quand on n'a plus le choix, on n'a plus le choix, mais du coup, pour qu'il soit un peu le garde-fou. Parce que toi, quand tu es en train d'accoucher, t'es pas en train non plus d'être toujours connecté bien comme il faut, parce qu'en fait, tu sais d'être dans ta bulle. Donc déjà, c'est un peu perturbé parfois quand on t'annonce des trucs un peu... voilà, ça vient te mettre du stress au milieu de tout ça. Mais donc c'est pour ça que c'est important que l'accompagnant soit garant de tes désirs, pour qu'il puisse les verbaliser à ta place, en fait, quand toi, tu n'es plus en capacité de les verbaliser. D'où l'importance d'être vraiment, enfin, de faire cette démarche à deux. Parce que l'autre, il se sentira en plus aussi peut-être plus Utile. acteur et Ouais, utile plus à la utile. situation et plus connecté aussi, de se dire ok, moi je suis là parce que je dois veiller. C'est un peu comme le sommeil, vu que je bosse là-dedans, c'est de se dire en fait on a besoin d'un gardien du sommeil. Nous, les adultes, ça va être les portes fermées, les verrous, etc. Mais l'enfant, ça va être le parent qui est là pour veiller à sa survie, quoi. Donc là, c'est pareil, dans la situation où tu es en train d'accoucher, tu as besoin que ton territoire soit sécurisé. La sécurité, c'est la personne qui t'accompagne. Ah, totalement. Totalement. Et ça, comme tu dis, et tu vois, on est dans une conscience qui est un peu altérée. Et puis, des fois, on peut pas prendre des décisions rationnelles. C'est pour ça qu'en amont, bah, tu vois, vous avez fait votre projet de naissance. C'est là où, tu vois, ça, no way, non, ça, je veux pas. Et puis, et surtout, tu regardes bien qu'il le fasse pas sans rien me dire, tu vois. Et Oui, ça, c'est ça. c'est top. Et ça, moi, je dis, enfin, tu sais, c'est le protecteur de la caverne, mais moi, je dis toujours, faites les chieurs, de toute façon, enfin, eux, demain, bon, pas ta sage-femme, parce que je pense qu'elle, elle va s'en souvenir, mais tu vois, Oui. le lendemain, eux, ils auront oublié, mais nous, on n'oublie jamais notre accouchement, ça, c'est sûr. Donc, on s'en fout qu'on a été chiant, on s'en fout qu'on a dit non. De toute façon, c'est pas grave. Enfin, on peut dire non, on peut avoir un avis qui diffère. Après, de pas non plus, enfin, d'avoir un dialogue. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment une urgence, vous voulez faire ça? T'espère quand même qu'ils vont être honnêtes et qu'ils vont te dire, ben là, c'est parce qu'il y a ci, là, c'est parce que le protocole dit que normalement c'est 1 heure, mais enfin, il n'y a pas de durée dans l'accouchement. Si vous écoutez tous les récits, toi, tu dilatais 1 cm par heure, il y en a, elles passent de 6 à 10 en 45 minutes. Enfin, il n'y a pas Ouais, de durée. c'est clair, il n'y a pas Donc, de règle, complètement. exactement, il n'y a pas de règle. Donc, quand on vient et qu'on dit, bah non, il n'y a pas d'urgence, mais les protocoles disent ça, bah oui, mais chaque accouchement est différent, donc on attend. Si elle va bien, que le bébé va bien, on attend, on fait autre chose, on change de position, j'en sais C'est ça, rien. Donc, clairement. ouais, et là, c'est vrai qu'on a besoin d'un défenseur. C'est bien dommage, en fait, que ce soit ça, hein. Je pense que tu accouches chez toi, à la maison, avec ou sans sage-femme. Je pense que le coparent, il est plus là pour te soutenir de ton confort. Par contre, en maternité, oui, malheureusement, il doit faire un peu le barrage, Et ben te oui, protéger, en fait, ça. complètement. Ce qui est dommage, ce serait bien que les deux parents puissent profiter hein, de la naissance ensemble, mais malheureusement, il y a quand même un peu de... Mais Ouais. d'ailleurs, il faut se dire quand même que là, dans cette maternité, les cours qu'on me proposait, c'était des cours classiques d'accouchement. Donc j'ai refusé évidemment. J'avais moi à côté ce qu'il me fallait. Mais en fait, les pères n'étaient pas spécialement Inclus. intégrés. Mm. Non. Et Ça, donc c'est là, tu te dommage. dis, mais voilà, c'est hyper dommage. Mm. Ah oui, non, moi c'est il y a les deux, en fait, tout ce que moi j'apprends à la femme enceinte, je l'apprends au partenaire aussi, quoi. C'est les deux doivent Voilà. avoir ces informations, c'est sûr. Il n'y a pas d'informations que seule la femme devrait avoir, ça c'est sûr. Ben non. Surtout si on va être là sur place, qu'on va aller en maternité, c'est presque plus à l'autre en fait de savoir, parce que nous on va être un peu parti, tu vois, la phase Oui. de désespérance.
Techniquement, même si toi, Hmm. on te le dit, là, t'es en phase de désespérance, toi, non, moi, je veux plus, je veux plus, je veux plus. C'est encore une fois, c'est eux qui doivent la connaître, presque, en fait. Ah, mais oui, c'est Toi, clair. toi, tu passes dedans, tu vas même pas t'en rendre compte. Pour toi, c'est non, là, c'est fini, c'est fini. Mais c'est à eux de voir que bah, tu changes d'attitude, que là, tout d'un coup, jusqu'à maintenant, ça allait, même s'ils te voient souffrir, entre guillemets, il y a ça aussi. Oui, elle va Hmm, souffrir, ça veut pas dire que ça se passe pas bien, tu vois. hmm, hmm. Mais là, voilà, elle va passer dans cette phase. Elle va bien, elle souffre, mais elle va bien. Tu vois, elle gère. Oui, Et là, tout c'est d'un coup, ça. elle gère plus. C'est normal. Et oui, mais parce qu'en plus, je trouve que vu que c'est, en règle générale, c'est nos partenaires qui viennent avec nous Mm. accoucher, quoi. Euh, Sauf dans les cas où c'est pas possible, mais grosso modo, quand le partenaire, s'il voit que t'as mal et qu'il comprend pas pourquoi t'as mal et qu'il sait pas, en fait, il va stresser. Mm. Donc ça va faire quoi? Ça va casser la dynamique de l'ocytocine qui devrait exister au contraire et être là pour t'aider, etc. Donc en fait, ça casse l'ambiance que tu essaies de mettre en place. Donc le but, c'est que lui, il puisse être détente en se disant, ok, tout est normal, tout va bien. Donc pour que lui aussi, il puisse être en connexion avec toi, quoi, parce que sinon, il C'est te ça. casse le délire. Exactement, j'allais dire que lui aussi, il se fasse confiance et qu'il voit si jamais il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Mais de se dire que de base, c'est la normalité. Voilà, elle va Exact. peut-être crier, elle va peut-être partir, qu'elle est plus là, en fait, et tu te dis, mais ma femme, elle est shootée. Non, bah c'est normal, les hormones, etc. Voilà, de se dire, ça va être un petit peu perturbant parce que on voit pas ça tous les jours, on voit pas notre femme dans cet état, mais c'est normal. C'est Et ça. voilà, si elle n'est pas en train de hurler la tête toute rouge, en train de pousser comme dans les films, quoi, c'est normal. Non, on n'est pas obligé de s'attendre à ça non plus, quoi. Exactement. Mais oui, ouais, moi je suis persuadée que... Enfin, moi je le sais très bien que je n'aurais pas du tout eu une expérience comme j'ai eue sans Tyler, ça c'est sûr et certain. Et je lui Pareil. suis reconnaissante enfin justement, de son soutien, d'avoir fait vraiment le gros barrage. Hmm. Ce qui fait qu'on nous a laissé tranquilles au final. Donc c'était très bien, quoi. Ah mais carrément. Et d'ailleurs ça pareil, je les remercie moi d'avoir été aussi présent et aussi enfin en fait c'était mon moment et en fait il a respecté ça, il a respecté ce qu'on avait ses engagements, tu vois, Mm. dans le fait de son implication de tout, enfin ça a été top et ça se serait pas passé pareil et même la même chose que ce qu'on disait quoi, hein, pour la suite ça aurait pas été pareil non plus quoi si Ouais. s'il avait pas respecté, enfin voilà, tu vois, tu te dis putain on avait tout mis en place ensemble. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, tu vois, il y a beaucoup de couples, en fait, qui, bah, s'ils n'ont pas été une équipe pendant leur accouchement, bah, après, au postpartum, c'est chaud parce que toi, t'es là, tu dis, on avait dit que tu faisais ça, ou alors on l'avait pas dit, mais tu l'attendais quand même. Et là, bah, en fait, le ressentiment que t'as envers ton partenaire, et c'est déjà que voilà, il faut être ensemble, je veux dire, en postpartum, il faut être ensemble. Donc, si tu pars avec déjà ce boulet, on va dire comme ça, de ressentiment envers ton accompagnant, c'est mort, quoi. Mm. Et c'est pour ça que c'est important, moi, je trouve, parce que, ben, moi, je sais très bien que je vois la différence, que je me suis dit, bah, avant, je faisais confiance en Tyler, tu vois. Mais là, c'est plus pareil. Je sais que je peux compter sur lui. Il y a un truc qui s'est resserré. Tu sais, on dit des fois, les gens, ils veulent avoir des enfants pour resserrer leur couple. Bon, ça, Oui, c'est une mauvaise idée. ouais, c'est clair. Mais en tout cas, si jamais bah, votre partenaire il a été vachement soutenant pendant l'accouchement, par contre là oui, je trouve que ça resserre vachement. Tu deviens une équipe, tu deviens une équipe de parents pour ton bébé, une équipe entre vous. Enfin, ouais, ça joue beaucoup aussi sur le couple, hein. Ça c'est sûr. Ah oui, ah ça c'est sûr. De toute façon, l'aventure de la parentalité, faut faire équipe et c'est la communication qui va aider en fait, hein, Mm. clairement. Parce que tu n'es pas toujours d'accord, tu n'es pas toujours connecté, parce que c'est dur de tendre aussi toujours vers l'autre, machin. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on est traversé par nos propres émotions, nos propres soucis, etc. Mais à partir du moment où tu communiques et que tu trouves des consensus, c'est pas des compromis, c'est un consensus. C'est-à-dire, ok, on met sur la table quelque chose, t'as tes désirs, j'ai les miens. Comment ensemble on va recréer
la chose pour pouvoir accéder à nos désirs communs, même s'ils sont un peu différents de base, quoi. Donc la question, c'est pas de faire un compromis en se disant toi tu décides ça, moi je vais aller vers toi pour te faire plaisir, parce que ça marche pas sur la durée, c'est pas possible. Donc je pense que c'est important dans la parentalité de savoir faire des consensus et de pouvoir communiquer au quotidien, quoi, parce que sinon c'est sûr que c'est pas possible, c'est dur en tout cas. Ouais. Et j'ai aussi entendu qu'il faut pas se séparer avant que ton enfant fasse ses nuits ou un truc comme ça, au moins 1 an, mais bon, ça peut durer un peu plus longtemps. Ouais, des fois, ouais. Mais au moins ça, parce qu'on n'est pas nous-mêmes, hein. On est d'autres personnes quand on dort pas, quoi. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais partager aux futures mamans qui nous écoutent, quelque chose que tu aimerais leur dire? Et peut-être les coparents aussi. Ouais, oui, ça serait cool qu'il y ait des coparents qui écoutent aussi. Alors, un peu en résumé, je pense que je dirais le savoir, c'est le pouvoir. Ça, c'est vraiment, ça a été mon mantra de toute la préparation à l'accouchement et même maintenant, en fait, c'est de me dire, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire les choses, en fait, si je sais pas, ben, je vais pas être actrice à 100% et je trouve que vraiment, ça peut changer la donne d'un accouchement. Donc le savoir c'est le pouvoir et du coup dans la même lignée la nécessité absolue de communiquer parce que tu vas pouvoir peut-être vivre des moments de stress, vivre des moments au contraire où tu te sens bien, mais en fait parle-les, voilà, et nourris-toi autour de toi, quoi. Les podcasts, tous les épisodes qui peuvent te nourrir, te donner de la force, te rebooster, parce que ça a été vraiment mes propres secrets pour me préparer et me sentir suffisamment à l'aise le jour J, en fait. Parce que tout revient en boucle, c'est comme si d'un coup tu allumes un peu un épisode dans ta tête et qu'il y a tout qui défile et où tu entends des phrases, tu te dis ok, j'ai confiance, je suis forte, je peux le faire, je vais y arriver, on est fait pour ça. En fait, si tu te nourris de tout ce positif et de toute cette objectivité autour de la maternité, en fait, tu te rends compte que ça revient spontanément à toi au moment où tu dois accoucher, quoi. Donc je pense que si tu te nourris de positif, forcément, tu seras prête, quoi. Et après, forcément, il se passe des choses différentes, parce que moi, ma grossesse, elle avait été toute positive, mais j'ai réussi à me nourrir quand même de positif et à en tirer quelque chose de positif. Donc voilà, ça serait mes petits conseils aux mamans qui écoutent. Super, ouais, c'est des super conseils. Merci. Laura, je te remercie beaucoup d'être venue sur le podcast et moi, j'ai pu voir ta petite poupée qui a été super sage tout le long de cet épisode. Personne ne l'a entendu. Dommage, on aurait bien aimé des petits bruits de bébé. C'est clair. Mais elle a bien coopéré. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à toi Laura pour cet échange très riche et aussi qui permettra à beaucoup de femmes de s'identifier si elles ont envie d'accoucher avec une péridurale tout en restant actrices de leur accouchement. N'oubliez pas de visiter mon site internet si vous pensez que c'est le bon moment pour vous de préparer votre accompagnant ou accompagnante. Et si ce n'est pas le bon moment just yet, vous pouvez retrouver une playlist spéciale accompagnant sur Spotify. Tous les liens sont dans la description. À mercredi!